quand vous parlez, j'ai de la chair de poule, mais je respecte ce que vous dites sans le partager. Je vous dis donc que tout ce que vous faites là, c'est très méchant. Bouba, dans mon cabinet, je ne recule pas, je ne prends pas de stagiaires licenciés. Parce que c'est les têtes percées qui viennent là-bas. Les docteurs et tout ça forment les têtes percées qui viennent et conjuguent les adjectifs qualificatifs dans les cabinets. Vous lui donnez une simple plainte de faire. Je vous jure, les gars, vous conjuguez les adjectifs qualificatifs. Et alors, et le docteur vient sur ce plateau, se permet de dire que les étudiants devaient être invités au palais de l'unité. Pour faire quoi, docteur? Pour faire quoi? Ils n'ont rien à faire là-bas si ce n'est l'instrumentalisation. Oui, docteur, vas-y. Allez-y, je vous en prie. Au sorti de ces consultations, oui, les différentes couches, que ce soit les chefs, les évêques, ce qui m'intéresse dans l'élément sonore que nous avons eu, c'est les messages. Les deux étudiants qui ont été interviewés n'ont pas parlé d'un soutien. D'accord. Je vais continuer. Je vous donne mon temps de parole, mais vous me perdez plus de temps. Pour vous répondre. Les deux étudiants qui ont été interviewés, je vais les reprendre en essayant de les paraphraser. On parlait d'un message de paix au Cameroun. On a besoin de les appeler là-bas pour parler d'un message de paix. Ok. Ce sont les acteurs de la société. Maintenant, ce sont les acteurs de la société. Ce débat sur Canal 2 International nous fait plonger au cœur du Cameroun d'aujourd'hui. Depuis le 1er juillet 2025, une effervescence règne au palais de l'unité. Ferdinand Ganga, bras droit du président Paul Biya, orchestre une série de rencontres qui embrasent tout le spectre de la société civile. Chefs traditionnels, évêques, imams, étudiants, ministres, parlementaires. Des consultations comme un miroir des dilemmes du pouvoir, du peuple et de l'histoire. Un ballet rythmé, presque méthodique. Une scène où les acteurs sociaux sont conviés, convoqués, parfois captés pour dire paix. Pour sceller une unité que beaucoup soupçonnent d'être factice. Derrière la majesté des murs présidentiels se cache l'interrogation la plus vieille du politique. Qui parle pour la nation? Quelle est la vérité du rassemblement lorsqu'il est supervisé par le pouvoir? Autrement dit, pourquoi ce déferlement soudain de consultation sous le drapeau de la paix? Pourquoi l'État invite-t-il massivement les piliers de la société alors que le pays est à la veille d'une élection présidentielle déterminante où Paul Biya, après 43 ans de règne, se positionne à nouveau? Je peux vous dire, la main sur le cœur, si vous, docteur Essoussek, perspicace que je connais, si vous entrez dans votre salle de classe, vous tenez ce genre de discours, vous n'allez pas finir le cours. Vous n'allez pas finir le cours. Il faut qu'on se dise la vérité. Vos étudiants souffrent le martyre. Et vous venez ici dire que non, il fallait les recevoir là-bas pour comprendre le message, pour leur dire non, il ne s'agit pas de ça. Le RDPC a 43 ans. Ils veulent encore, à travers ces consultations, ce ne sont même pas des consultations, on leur appelle pour leur dire ce qu'ils doivent faire le 12 octobre. Vous parlez de consultation, moi je vous laisse dans votre champ d'analyse. Alors, 43 ans d'exercice sans partage du pouvoir, vous voulez qu'on donne encore 7 pour faire 50. Pour faire quoi, docteur? Les étudiants que vous voyez là, à l'université de Douala, ils s'asseyent à même le sol. Est-ce que c'est sérieux? Vous devez être le porte-parole même de ces étudiants-là ici et leur dire, comme l'a si bien fait de le marteler le docteur Nyamsi, les étudiants, restez dans vos amphis et travaillez. Laissez-nous les politiques faire la politique. Que de venir vous mêler à ce qui vous dépasse. Il faut qu'on se comprenne. Combien de... Je vous mets au défi. Les deux étudiants qu'on a interviewés là, prenez rendez-vous avec eux. On se voit au carrefour Ndokoti. Qu'il vienne dire ce qu'il a dit aux antennes là. Il ne doit pas arriver au niveau du tribunal de Ndokoti. Parce qu'il aura une fessée que tous les 29 vont lui donner. Alors, il faut qu'on se comprenne. Ce Cameroun, on vous a trop vu faire. On vous a trop vu faire. Il est question, honorable, je sais que vous faites partie de l'oligarchie qui gère ce pays. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez sur le message du SGPR.
qui est en même temps le président de la commission, n'est-ce pas, stratégique de la campagne de M. Paul Biya, le président de la République. Vous ignorez que le palais de l'unité n'est pas le bien du RDPC. Si vous devez faire vos choses, je reprends là, Edmond, vous devez aller dans vos maisons de parti. Moi, à Douala 2e, quand je fais mon meeting, j'utilise ma voiture, j'utilise mon carburant. Or, vous, dans le même Douala 2e, quand vous voulez faire un meeting, vous utilisez les CA. Vous utilisez les banques de carburant qui sont le produit de mes impôts. Vous ne voyez pas qu'il y a des libérations. Vous venez raconter quoi? Vous avez été incapable de dire sur ce plateau quel est le message qu'on vous a véhiculé là. Vous comprendrez que ce que soutient le docteur est diamétralement opposé à ce qu'on vous dit là-bas. Il s'agit nullement des échanges. Il s'agit des consignes qu'on vous donne. Et justement, comme on veut faire le politiquement correct devant les caméras, on essaie d'encenser, on essaie de dire ce qui va plaire au régime en place. Sinon, c'est un boulot compresseur. Et vous avez l'habitude de le dire. Force reste à la loi. Sauf que force ne reste à la loi que lorsqu'il s'agit des égarements de l'opposition. Mais quand il s'agit de vos égarements, non, la loi n'a plus de sens. Alors, ce contraste crée une profonde injustice et un double standard qui nourrissent le sentiment d'un destin collectif tragique au Cameroun. Ce balai d'audience avec tous ces acteurs de la société fait ressurgir cette tension douloureuse au cœur même de la vie politique nationale. Le drame ne vient pas seulement de l'effondrement politique, mais du désarroi d'une société qui s'interroge constamment sur ses propres repères et ses propres vérités. Le contexte camerounais est incandescent. Les concertations semblent répondre à deux objectifs antagonistes. Officiellement, il s'agit d'unir les cœurs, préserver la paix et la cohésion nationale. Les prières et déclarations publiques louent la stabilité et la sûreté du Cameroun portée par les imams, évêques, chefs traditionnels jeunes. Officieusement, la chronologie des rencontres, leur orchestration au palais de l'unité, symbole du pouvoir absolu, la présence quasi exclusive des relais sociaux proches du RDPC laisse transparaître une stratégie de remobilisation politique autour de Paul Biya. La paix dans ce jeu politique surgit comme un cri collectif mais se heurte dans sa répétition même aux soupçons de manipulation. Quand tous les invités ressortent avec le même message, faut-il y voir la marque d'une grande communion ou le symptôme d'une orchestration invisible? La réflexion d'Achille Mbembe nous exhorte à ne pas confondre la paix apparente avec la véritable réconciliation. Si la justice fait défaut, la paix demeure un mirage voué à se briser sous l'effet des tensions sociales. Ainsi, toute pacification imposée par l'élite politique, comme lors des concertations au palais de l'unité, risque de masquer les vraies fractures de la société camerounaise. Autrement dit, une paix ordonnée, administrée depuis le sommet, porte en elle le germe du drame, car elle nie la multiplicité des voix, des colères, des douleurs qui habitent une nation vivante. L'État multiplie les gestes symboliques, mais chaque concertation rappelle la précarité du contrat social dans un pays où les crises anglophones, la mémoire de luttes passées et la peur du lendemain pèsent sur les acteurs. Ce qui est grave ici, c'est que l'effort du rassemblement vient souvent masquer les fissures et la voix officielle semble étouffer les murmures du doute. Les acteurs politiques et une partie de la société civile dénoncent, je cite, une mascarade. Ils pointent l'utilisation des moyens de l'État pour empêcher l'émergence d'une véritable opposition. Le palais de l'unité devient le théâtre d'une campagne déguisée. Les sessions, loin d'être des débats contradictoires, se muent en tribune où le discours sur la paix, voire le culte du président, occulte toute contestation. Dans ce contexte où les paroles d'ouverture se heurtent aux réalités du pays et où ce qui devrait
d'être un espace d'échange se transforme en scène de représentation. La sincérité du processus est mise à rude épreuve. Lorsque la neutralité de l'État est remise en question et que le dialogue devient à sens unique, il est légitime de s'interroger plus précisément sur les réactions des principaux concernés. Alors, que répond le RDPC à ces accusations? Le problème de l'utilisation des moyens de l'État en période de campagne n'est pas un mal camerounais. Comment est-ce que vous pouvez dire à un président en fonction, lui dire de ne plus prendre l'avion présidentiel pour aller à un meeting, alors que sa sécurité elle-même poserait un problème d'État? Comment est-ce que vous pouvez dire à un ministre en fonction de ne pas dire que je suis du RPR et je vous demande de voter pour le RPR pour le prochain scrutin? C'est un avantage, certes, qui fait l'objet de discussions, mais qui est un avantage qui existe et qui revient à la partie qui gouverne. Il n'en reste pas moins qu'en réalité, ça ne se joue pas à ce niveau. J'ai par contre un problème fondamental, une différence fondamentale avec Maître Ledieu, qui veut nous présenter la société camerounaise dans sa féodalité la plus profonde. J'admets que dans ma famille, étant chef de famille, que mes enfants puissent me dire, tout compte fait papa, nous on n'est pas d'accord avec cette opinion politique-là que tu veux distiller dans notre famille. Et qui se détermine. Comment est-ce que vous pouvez ôter à un chef de ne pas avoir une réflexion propre qui consiste à dire, je peux être partisan de MRC ou alors que je peux être partisan de l'UPC? Quitte à ne pas contraindre, quitte à ne pas contraindre ce sujet, encore qu'il ne voit pas quel moyen il aurait à les contraindre, quitte à ne pas contraindre ce sujet, à les pousser à réfléchir comme lui-même vous le réfléchir. Honorable, vous savez pourquoi on dit que le vote est secret? Oh, mais justement, vous savez pourquoi on dit que le vote est secret? Vous savez, vous pouvez nous expliquer pourquoi la Constitution dit que le vote est personnel et secret? Les dieux, tu te parles beaucoup. L'autre chose également, arrêtons d'essentialiser. Parce que quand on a fini d'essentialiser, on polarise. Quand on a fini de polariser, on stigmatise. Et quand on a fini avec la stigmatisation, on menace les chefs. Mais nous devons stigmatiser parce que vous faites dans l'angélisme. Il faut équilibrer. Qui a dit que quelqu'un qui a... Vous aviez la parole. Qui a dit que quelqu'un qui a répondu... Qui a dit que quelqu'un qui a répondu à une invitation républicaine est forcément consentant? Qui a dit ça? Personne. Qui a dit que lorsque le jeune docteur Bamok tient des propos qui pour lui rentre dans son angle de raisonnement, il doit certainement être apparenté à quelque chose. Certes, convoquer tous les segments de la société au palais, c'est vouloir réaffirmer le pouvoir comme le centre régulier du social. Mais ce geste, loin d'être neutre, pose la question de la légitimité et de la liberté. Les chefs traditionnels viennent-ils librement ou sous pression? Les évêques expriment-ils leur foi ou la prudence du langage codé des institutions? Les étudiants sont-ils les porte-parole de l'espoir ou les figurants d'un consensus fabriqué? L'homme politique camerounais voit dans ces scènes la répétition du tragique antique. Les héros y sont souvent dépossédés de leurs paroles et la catharsis, libération émotionnelle du peuple, ne survient que tardivement, parfois trop tard. L'émotion collective, celle qui fait vibrer une nation, se trouve souvent absorbée ou détournée par les cérémonies officielles. Dans ce théâtre politique, où les espoirs se heurtent souvent à la réalité, où la parole des vrais protagonistes s'efface au profit des mises en scène contrôlées, l'émotion populaire peine à trouver son exutoire. Le sentiment d'étouffement collectif grandit, la tension s'accumule et la question de la souffrance profonde du pays se pose avec acuité. Alors, face à ces accusations lourdes, comment le pouvoir se défend-il? Le Cameroun est-il vraiment un enfer ou existe-t-il une autre vérité à entendre? Cette idée-là qui consiste à dire qu'en réalité,
le Cameroun c'est un enfer. C'est pour ça que je vous ai dit à début d'émission, je considère que mon émission est faite. À partir du moment où on a célébré ces jeunes-là qui venaient d'être promis et dont on a tracé le parcours, je crois qu'en réalité, le fondement du discours d'un politique, c'est celui-là. Pas l'autre-là qui vous dit, je vais tout vous faire. Moi, j'ai grandi en voyant des images, des gens qui avaient marqué des pas de progrès dans leur propre développement personnel. C'est ça qui fait grandir la République. Pas cette République-là où on vous vend en disant les gens sont miséreux. Ou alors les gens souffrent. Ça veut dire quoi, le Dieu, les gens souffrent? Les gens ne souffrent pas. La pas. vie, elle est faite comme ça de dualité. La joie, à un moment donné, mais également une détresse. L'idée étant de dire que fondamentalement, on doit choisir la voie qui nous permet de progresser et de ne pas s'arrêter à la détresse quotidienne d'un jour. Il n'y a pas de monde quand on sans vous dit, attendez, le Dieu, en attendant qu'on a... Réduisez au maximum l'écart entre ceux qui boivent du champagne comme vous et ceux qui n'ont pas de l'eau. Réduisez au maximum cet écart, c'est ce qu'on vous demande. D'accord. Ça, c'est le temps de la campagne. Quand Maître Le Dieu dit les gens souffrent, Bouba, attendez, mais je souffre également. Vous souffrez aussi. Vous là, vous souffrez. Nous sommes partis d'un pays en 82 de 7 millions d'habitants. 7 millions. Nous sommes aujourd'hui une trentaine. Il me suit. Qu'est-ce que Martus disait? Dans un pays où il y a une forte explosion démographique, si les contingences matérielles ne suivent pas, c'est une explosion totale. On sait les conséquences que ça a mené lorsqu'on a commencé à guilloter les rois quelque part. Je note qu'en 43 ans, on ne s'est pas effondré. Même si loue les remous, les actions de rue qu'il appelle de tous ses voeux, de temps en temps, il y a des petits échauffourées, mais en réalité, la société camerounaise a tenu debout. Et elle n'a pas tenu debout parce que les gens sont inféodés. Il n'a pas tenu debout parce qu'on a enlevé le cerveau aux gens. Malgré donc les accusations de manipulation et de verrouillage du débat démocratique, le pouvoir réfute toute idée de mainmise ou de soumission de la société. Il affirme que le Cameroun est une nation résiliente, capable de tenir debout, de défendre ses convictions et de préserver son autonomie. Cette image renvoyée se veut celle d'un peuple libre, actif et non soumis à une domination institutionnelle. Pourtant, la tragédie du moment politique camerounais n'est pas seulement celle du maintien au pouvoir. C'est celle d'un peuple face à son histoire, à son avenir. Les exclusions politiques, les restrictions du débat, la sélection d'invités jugés consensuels rappellent sans cesse le dilemme de la liberté et de la voix. L'élection présidentielle 2025 est alors vécue comme un moment de tension extrême où la démocratie se joue sur le fil du rasoir entre l'espoir d'une alternance citoyenne et le découragement né du sentiment de mascarade. Maurice Kamto partage d'ailleurs une pensée profonde qui résonne particulièrement dans le contexte actuel. Les épreuves vous forgent et votre chemin vous conduira toujours au point de votre accomplissement qui éclaire d'une lumière intime la raison de votre présence en ce monde. Vous naissez pour connaître ce moment-là. Ne permettez à personne de vous en priver. Cette réflexion diffusée par le leader politique sur ses plateformes officielles invite chacun à puiser en soi la force nécessaire face aux défis et souligne la quête intime de sens et d'accomplissement qui habite tous les Camerounais en ces temps incertains. Ici, le drame se double d'une profondeur émotive. Chacun perçoit le poids des combats inachevés et la nécessité du renouveau. La dramaturgie s'invite lorsque le peuple, acteur principal de la démocratie, se voit réduit au silence ou invité à applaudir dans les tribunes. Dans ce climat où l'espoir et la démocratie sont mis à l'épreuve, le contraste entre la scène officielle et la réalité vécue par le peuple devient saisissant. Le décalage entre les discours et les actes engendre frustration, colère et désillusion.
C'est dans cette tension que certains n'hésitent plus à qualifier ces concertations d'illusoires, voire d'une véritable mascarade politique. Sur la question politique de tout ce qui s'est fait comme balai à Itoudi ces jours-ci, je vais vous parler d'une mascarade politique. Des hommes politiques de la RDPC qui n'ont jamais été présidents de sous-section ou présidents de section, qui ont bénéficié du parti pour arriver à la haute marche du podium et qui ne peuvent pas faire des consultations à même de prendre le pouls des Camerounais. Honorable, permettez-moi et suivez-moi attentivement. Le casting d'abord dans votre stratégie a été raté. Parce que la consultation à l'échelle nationale du progrès pour bâtir le Cameroun, c'est le premier des Camerounais qu'on trouve et qu'on croise dans un échantillonnage, c'est-à-dire qui? C'est le panier de la ménagère. Est-ce que vous avez identifié le panier de la ménagère aujourd'hui? Le deuxième indicateur pour montrer. Permettez-moi, monsieur Maud, permettez-moi. Vous savez, moi je ne parle pas pour celui qui a mangé matin, midi et soir. Vous savez que ça fait 2 semaines, personne ne vous a rencontré au marché, nous dans une boulangerie, ni le boutiquier de votre quartier. Je ne vous tuerai pas pour ça, vous êtes dans cette élite comprador. Alors, je voulais vous dire que... Tout à l'heure, vous avez dit que vous souffrez. Mais nous souffrons tous. Alors, chacun à son niveau. À son niveau. Chacun à son niveau. Le voisin du quartier ne le connaît pas. Vous tuerez tous les talents Le voisin du quartier ne le connaît pas. On n'a jamais vu sortir acheter une baguette de pain à la boulangerie. Chez nous, au plus, nous avons une identité du Cameroun. Allez, on sort par là identité. maintenant. Oui, en 30 je sors en 30 secondes. secondes. Au plus, nous avons une identité de souveraineté totale. C'est-à-dire que quel est le Camerounais qui doit gérer ce pays et qui doit travailler pour son pays? C'est un Camerounais. C'est peut-être celui qui n'a rien fait de ça. Permettez-moi, c'est un Camerounais qui doit venir voter utile et voter ce qu'on appelle la rupture. Qu'est-ce que voter la rupture? C'est de dire au RDPC d'étendre la perche et de quitter le pouvoir afin que toute vérité de conscientisation arrive pour que les Camerounais vivent vraiment les richesses de leur pays. Face à ces blessures profondes et à cette fatigue démocratique palpable, une question s'impose avec force dans le débat national. Ne serait-il pas temps pour le RDPC, ce parti qui détient le pouvoir depuis plus de 4 décennies, de laisser la place à une nouvelle dynamique politique? Car, il faut le dire, cette longue domination nourrit la fracture sociale, la lassitude démocratique et ravive le retour des clientélismes, autant de manifestations d'un classicisme tragique propre à l'histoire camerounaise. Si cette étape ne vient pas, la nation-république risque de se figer, incapable d'entendre ses propres divisions ethniques, politiques et historiques, et surtout d'en sortir transformée. Le silence imposé, la régulation des débats, la gestion des émotions collectives participe à la grande fatigue de la nation. Dans chaque concertation trop contrôlée, la République perd un peu de sa capacité à se réinventer, à susciter l'éveil philosophique du citoyen. Il me semble que pendant que les consultations se tiennent à la présidence, il y a des consultations qui sont menées, n'est-ce pas, par le secrétaire général du RDPC. Alors, les consultations à la présidence jusqu'à preuve de contraire. Elles sont administratives. Jusqu'à preuve de contraire. C'est dans quel cahier des charges? Le PURS. Laissez-le parler. Quand le PURS. Non, il est habitué. C'est comme ça, docteur Niamsi. D'ailleurs, il me dira que j'ai raison. Donc, lorsque le PURS. Je veux continuer, grand frère. Tu as fait 8 heures à 12 heures de temps pour quitter le championnat à Douala. Ouais, laisse-moi m'exprimer. J'étais laissé. Parce que je connais de nos grands frères qu'il a fait. Il est aujourd'hui assis à côté du professeur Jean-François Mendoza. Je veux déjà le poste. Il cherche un poste. Pour le moment, je ne suis pas ce grand frère. En fait, ce que je vais dire, n'est-ce pas? Ce que je vais dire, ce que je vais dire, n'est-ce pas? C'est que le PURS, lorsque le PURS, n'est-ce pas, tient des réunions, des consultations, on reconnaît la présence du PURS par les effigies, les symboles du PURS. Vrai ou faux? À ce que je sache, il m'a souvent invité. Même le SDF. Alors, à la présidence, je n'ai vu aucune effigie, aucun symbole dans ces consultations du RDPC. Pour ma part, homme de science, je vois mal indexer le RDPC pendant ce temps. Le RDPC tient ses consultations ailleurs. C'est des consultations républicaines,
n'est-ce pas? Et dont l'objet, c'est cette température. Pour le moment, tout le monde y est convié. Il y a ceux qui se désolidarisent à cause de leur appartenance politique, encore que là, c'est leur Mais tu vas me droit. répondre, qui paye le transport? On va prendre. Qui a payé le transport? Il paye le transport. Il paye le transport. La question de savoir qui finance le transport de toutes ces délégations reçues au palais ne laisse pas indifférent. Certains acteurs appellent même la CONAC à se pencher sur cette dépense. Mais le drame n'est jamais sans lueur d'espoir. Toute situation inquiétante est aussi une invitation à une prise de conscience collective, un appel à redéfinir et renouveler les fondements même du lien social. Le Cameroun, malgré ses difficultés, est un pays d'une grande résilience. Même face à l'adversité, il garde en lui la force de renouveler ses élites, d'innover depuis les marges et de faire surgir de nouvelles voies porteuses de changement. La critique n'est pas une fin en soi, mais plutôt le point de départ fertile d'un renouveau, une impulsion pour de nouvelles idées, un engagement renouvelé et une solidarité retrouvée. Dans le contexte de ces concertations, le geste le plus puissant serait de réouvrir la parole. Une parole véritablement plurielle, sincère et libre afin d'offrir à la démocratie camerounaise une véritable catharsis et un profond renouveau. Raconter cette séquence politique longue, complexe, bouleversante, c'est reconnaître que tout pouvoir qui abuse de la douleur finit par réveiller les forces de la vie. Le politique, le citoyen n'ont de cesse de questionner, d'éprouver, d'émouvoir pour offrir à la nation la chance parfois minuscule de toucher à cette lumière, la lumière de la vérité enfin partagée. Merci à tous.